vous remercie. Merci Monsieur Mpapo d'avoir accepté notre invitation. Premier sujet de ce jour, nous parlerons de l'Afrique de l'Ouest qui est la nouvelle cible des djihadistes avant d'arriver donc également au Togo. Et merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment sur notre chaîne YouTube, aussi également sur le www.afrowebtv.com si vous voulez être à live avec nous, /live tout simplement, et vous serez à la bonne adresse. La zone ouest africaine est en proie à de nombreuses attaques terroristes. Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Togo, aucune nation ne semble être épargnée. Au regard des moyens utilisés, il convient de poser beaucoup de questions. Et les États de l'Afrique de l'Ouest, surtout ceux ayant en commun l'usage de la langue française, ne sont plus à l'abri des assauts terroristes. Le pourquoi et comment devons-nous y remédier? Nous avons convié M. Classieux et M. Mpapo Yambouama pour nous aider à élucider et apporter des analyses pointueuses sur toutes nos interrogations. M. Mpapo Yambouama, première question pour vous. Quelles sont, si on peut remonter un peu, c'est vrai qu'on en a parlé un peu dans d'autres émissions, quelles sont les causes endogènes et exogènes de ces attaques terroristes dans la sous-région ouest africaine? Merci beaucoup pour cette question. Vous parlez de causes endogènes et de causes exogènes. Je ne vois pas de causes endogènes. Par contre, je vois des causes exogènes. Il faut rappeler que un matin, des puissances de l'OTAN ont décidé d'introduire le terrorisme en Afrique en assassinant le colonel Kadhafi. Et depuis, bien avant cela, vous avez compris les discours qui ont fusé de gauche à droite, et même avec le président français, qui avait indiqué que la population africaine était de trop, et que les naissances qui se faisaient par femme autour de 7 enfants, par ménage, j'allais dire, étaient une problématique pour les Occidentaux. Donc voilà le contexte qui explique aujourd'hui le fait que l'Afrique est assaillie de toutes parts. Mais vous allez constater que à chaque fois, il y a des choses qui précèdent. Et quand vous analysez les attitudes, vous allez comprendre que les enjeux géopolitiques et géostratégiques sont en réalité les véritables raisons de la situation de nos pays et qui vivent sous la terreur des terroristes aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 10 ans que Afrique Média expliquait justement la volonté de l'impérialisme de déstabiliser à nouveau notre continent afin de pouvoir se replacer dans le concert des nations. Et quand je parlais des signaux qu'il faut observer, si vous regardez au moment où le Nigeria est frappé par Boko Haram, c'était à un moment où le Nigeria était en train de surclasser la France en tant que puissance économique mondiale. Et comme par hasard, Boko Haram a commencé au Nigeria. Et quand vous regardez aussi partout ailleurs, vous allez trouver des explications. La situation au Mali s'explique essentiellement par la volonté d'un peuple d'en finir avec un système qui ne finit pas de mettre le pays à genoux. La situation du Burkina Faso s'explique par la volonté d'un peuple qui a décidé de prendre son destin à main. Mais à chaque fois, la révolution populaire a été embrigadée par la communauté internationale
pour se voir imposer à la tête de ces pays qui ont organisé ces révolutions-là, mettre donc à la tête de ces pays des gens dont ils ont le contrôle, il faut dire tout simplement. Et c'est cela la situation aujourd'hui. Nous savons comment est-ce que le terrorisme a commencé au Burkina Faso, en attaquant justement un hôtel où résidaient des touristes étrangers. Mais aujourd'hui, il se trouve au Burkina Faso des gens qui essaient d'expliquer aux Burkinabés que c'est parce que Blaise Compaoré n'est pas là, c'est parce que les enfants burkinabés ne s'entendent pas entre eux qu'ils sont en train de s'entretuer. Donc quand vous regardez tout ça de près et vous observez la hargne, la haine avec laquelle on a voulu anéantir un pays comme le Mali, qui a voulu prendre son destin en main, on lui a imposé des sanctions injustes, inqualifiables, inhumaines. Et comme par hasard, le Togo essaie donc de trouver une situation à tout ceci parce que effectivement le Togo payait lourd les sanctions imposées au Mali. L'acharnement se retourne désormais contre le Togo et depuis on n'en finit plus justement d'avoir donc ces attaques-là. Il y a justement dans ces milieux qui organisent ce terrorisme-là des esprits malins qui aujourd'hui essaient de sortir et de trouver des explications, des éléments qui puissent expliquer le fait qu'on vienne égorger nos populations, des situations qui expliquent le malaise par rapport donc à la position de notre armée et de nos gouvernements. Je crois que dans notre pays, on ne se lèvera pas aussi un jour pour dire que c'est parce que des Togolais ne s'entendent pas que le terrorisme est rentré dans notre pays. Toutes ces informations qui circulent relativement aux deux, qui auraient provoqué les assassinats, les enlèvements, les égorgements, au cours de cette émission, nous allons avoir la latitude d'expliquer à nos compatriotes ce qui s'est réellement passé, resituer les débuts d'attaque pour qu'enfin chacun puisse comprendre d'où vient en réalité le terrorisme. Si c'est par rapport à des questions endogènes ou bien cela participe d'une volonté tout simplement de remettre la main sur le continent. Pour terminer, il faut constater que partout ailleurs, que ce soit pour des questions de terrorisme ou que ce soit pour des questions de guerre, l'armement est fourni aux gens comme il se doit. Contrairement à nos pays qui sont attaqués injustement, nos pays cherchent même à en acheter et on leur bloque, on les empêche d'acheter des armes. On continue d'imposer l'embargo à nos pays qui sont en guerre. Et on est capable de sortir pour dire que nos FDS sont incapables de lutter contre ci et de lutter contre cela. Donc voilà le contexte planté et le reste du débat, nous allons revenir donc avec les détails sur chaque élément que nous allons aborder dans cette émission. Merci M. Mpapou. M. Klasoko Tabouya, de cela quelques heures, comme M. Mpapou le disait, on a constaté que Fort Ressa Zimna Nyasimbe, le président togolais, a accepté être le médiateur entre l'actualité, quand on prend l'actualité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, être le médiateur concernant la mini-crise entre ces deux pays. Est-ce que cela pourra aussi arrêter ou être l'une des solutions concernant les attaques terroristes nécessairement du côté de la région ouest africaine? Vous savez,
j'ai suivi attentivement mon copanéliste. Je partage entièrement certains de ses points, mais je serai désolé un peu dans quelques minutes pour ne pas être sur certaines lignes avec lui. Vous me posez la question de savoir si l'implication du chef de l'État, Faure Gnassingbé du Togo, dans la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire sur les 49 mercenaires arrêtés au Mali, pourrait apporter une solution. Permettez-moi de vous dire tout simplement que ces dictateurs d'Afrique, y compris Faure Gnassingbé et Adema, ou bien Faure Gnassingbé, et puis ensuite le dictateur Alassane Ouattara qui vient de faire, qui est dans son 3e mandat, qu'il ne doit pas faire, ils sont des amis intimes. Et maintenant, des amis intimes ne peuvent pas efficacement comprendre ce qui se passe au Mali. Moi, je qualifie d'ailleurs ce que Faure est en train de faire comme ce que son père avait fait entre Guillaume Soro et Gbagbo, bien sûr avec Alassane Ouattara, un pompier qui active encore le feu. Faure Gnassingbé, c'est ce que moi je qualifie aujourd'hui, c'est ce que je vois. Mais je souhaiterais que mon assertion ne soit pas vraie demain. Vous pouvez constater que dès que la coopération est ouverte, c'est-à-dire les sanctions sont levées contre le Mali, ça n'a pas fait quelques jours. Vous aviez vu la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Alassane Ouattara, qui est ami de Faure Gnassingbé et qui a signé un accord depuis 2019 qui n'a jamais envoyé aucun contingent dans le cadre de la mission de l'ONU au Mali, ou bien qui n'a pas renouvelé ces éléments au niveau de la Côte d'Ivoire. Rapidement, on voit une surprise avec des erreurs administratives, pour ne pas dire des bévues administratives, dans la rotation de ces éléments. Or, nous savons très bien que Alassane Ouattara, c'est un outillé de l'administration. Alassane Ouattara, c'est un poids lourd de ce qu'on appelle dans l'administration mondiale, pour ne pas dire seulement africaine. Il a occupé des postes très importants qui lui donnent aujourd'hui une certaine habilité de diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a géré des institutions de valeur dans le monde. Il est un peu curieux de comprendre pourquoi ces erreurs, ces bévues ont été commises dans la rotation de ces éléments au Mali et dans un pays où le président de la transition n'est pas en bon terme avec lui. Vous voyez, maintenant Alassane Ouattara est un ami fidèle de Faure Gnassingbé. Gnassingbé l'a aidé à bien poser des actes contre Gbagbo, jusqu'à envoyer Gbagbo à La Haye. Et heureusement, Gbagbo est revenu et que la réconciliation commence par se naître aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Vu ces relations intimes entre ces deux personnes et l'implication de Faure Gnassingbé dans la crise au Mali, qui effectivement a donné un résultat, on a levé la sanction. Mais est-ce qu'on ne lève pas juste la sanction pour pouvoir insérer d'autres choses? Voilà la question que les gens se posent. Aujourd'hui, on connaît la diplomatie des dictateurs. Le nom que Assimi Goïta est en train de faire aujourd'hui au Mali et en Afrique ne plaît pas à certains dictateurs, y compris Faure Gnassingbé, y compris Alassane Ouattara, y compris même certains présidents de l'Occident
à savoir Macron et bien d'autres présidents que je ne voudrais pas citer. Le gars est en train de faire un nom exemplaire, c'est-à-dire il impose un leadership exemplaire. Je me pose la question de savoir pourquoi ce nom ne plairait pas à Faure Gnassingbé, et Faure Gnassingbé va utiliser efficacement toutes ses énergies pour pouvoir sortir ce pays de la crise. Donc il y a des interrogations qui se posent. Maintenant, dire que cette implication de Faure Gnassingbé dans la crise malienne peut avoir un impact sur le terrorisme, je dis non. C'est deux choses purement différentes. Puisque le terrorisme a été imposé par les chefs de ces dictateurs, c'est-à-dire la France, sur le continent africain et plus précisément dans le Sahel. Tout le monde aujourd'hui, dans le monde et dans toutes les diplomaties, savent les fusils que les terroristes sont en train de... Justement, que M. Mpapou aussi disait que les armes sont fournies. Et à qui, selon vous, fournissent les armes aux terroristes? Maintenant, vous me laissez un peu développer cela. Si la France supporte ce terrorisme dans le Sahel, et surtout sur le continent africain, au moment où l'Ukraine est attaquée, il dépensait 2,5 milliards en mobilisation de fonds pour sauver juste l'Ukraine, alors il dépensait 13 milliards, permettez-moi, pour sauver l'Ukraine, alors que pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel, il a été demandé seulement 2,5 milliards pour faire le travail. On n'a pas vu la France et les Occidentaux qui se mobilisent et qui parlent du terrorisme pour pouvoir sauver le Sahel. Maintenant, la France qui supporte ces dictateurs à l'image de Faure Gnassingbé, de rester au pouvoir pendant 4 mandats après 38 ans de son père, et Alassane Ouattara, 3 mandats que je ne voudrais pas qualifier, il y a de quoi à chercher un lien très important entre tous ces facteurs. Moi, je considère le terrorisme aujourd'hui dans le Sahel comme un moyen qu'utilisent les dictateurs et la France pour terroriser les peuples et garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Quand monsieur Yampapou parlait tout à l'heure d'égorger les peuples, j'ai vu les dictateurs qui ont égorgé les peuples. À l'image du Togo, en 2005, le président Faure Gnassingbé est arrivé dans la rivière du sang des Togolais. Alassane Ouattara a tué massivement les gens tout à l'heure en Côte d'Ivoire pour installer son 3e mandat. Faure l'a fait tout récemment avec même un général. Nous n'avons pas de preuves que ce sont les vrais auteurs de ces tueries. Sur son territoire, cela veut dire que égorger les peuples n'est pas nouveau et que le terrorisme là est une création de la France et des dictateurs. Je m'arrête là-bas. Alors, M. Mpapou Yambouama, êtes-vous d'accord avec M. Classieux lorsqu'il dit que c'est en faisant un mandat de plus qu'il y a aussi les attaques qui sont perpétrées au jour le jour et cette avancée des djihadistes en Afrique de l'Ouest? Vous savez, il va arriver à un certain moment donné où les Africains vont se regarder dans la glace. Ils vont se regarder les yeux dans les yeux et pouvoir se dire la vérité. Je ne pense pas que mon père, mes oncles, qui sont à Tantoga, ont un problème de 3e mandat. Je ne le crois pas. Absolument pas. Ce n'est pas une question de mandat. Comme Kébi Seba le disait dernièrement dans son intervention, quelqu'un comme Thomas Sankara ferait toute sa vie au pouvoir, que ça ne poserait problème à personne. Ce qui est questionnable, c'est pourquoi on est au pouvoir. Parce que quand vous êtes au pouvoir et vous faites des décennies et vous constatez à un certain moment donné que ça ne va pas,
il faut changer de fusil d'épaule. Soit vous êtes capable, vous trouvez la solution pour continuer et améliorer quelque chose, soit vous n'avez pas la solution et vous prenez le courage de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre qui va aussi essayer. Mais, quel est le lien entre le troisième mandat et le terrorisme? Je n'en vois pas. S'il y avait un lien entre le troisième mandat et le terrorisme, c'est au lendemain des élections au Togo, par exemple, présidentielles, que les choses devraient se déclencher. Si les choses étaient venues dans le sillage d'une crise politique, j'aurais pu comprendre. Mais il y a longtemps que les Togolais ont oublié cette histoire. À part ceux-là qui se disent opposants, qui continuent pour exister, ont besoin de communiquer. Et les Togolais ont oublié qu'il y a eu des élections présidentielles. Ça, c'est la réalité. Maintenant, moi je pense que quand on nomme mal les problèmes, on ne fait que empirer les problèmes de nos sociétés. Les problèmes ont des noms qui sont connus. Et aujourd'hui, là, il faut que dans notre classe politique, certaines personnes arrêtent de faire penser qu'ils sont mieux que d'autres. Absolument rien. Nos oppositions, comme nos partis au pouvoir, sont comme deux enfants de même mère et de même père. Dites-moi, quelle est la différence si aujourd'hui même l'opposition arrivait au Togo au pouvoir? On voit chaque fois l'opposition qui n'a pas d'autre solution que d'appeler justement les Occidentaux pour venir régler les problèmes dans leur pays. Mais là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pendant que les populations sont égorgées, pendant que les populations sont assassinées, je n'ai vu aucun parti politique aller aux côtés des populations. Mais au lieu de le faire, au lieu d'aller montrer aux populations qu'ils ont leur soutien, qu'ils sont à leur côté, on passe le temps à passer des messages pour diviser qui est qui, pour diviser les gens, pour mettre de l'huile sur le feu, comme si c'était la solution. Donc il faut que ce soit des choses qui soient arrêtées. La solution, tout le monde la connaît. Quand on parle de violence politique, elle n'est pas seulement qu'à décrier qu'au niveau des partis au pouvoir. Je suis désolé, je ne voulais pas qu'on rentre dans ce débat aujourd'hui parce qu'il y a des questions plus sérieuses. Mais comme mon confrère, mon collègue l'évoque, il va falloir effectivement apporter des éclairages. Mais l'attentat du 23 septembre de 1986, c'est Yadema qui a organisé ça. Vous savez combien de Togolais ont été tués dans cet attentat parce que quelqu'un voulait arriver au pouvoir? Dans les années 90, à la faveur de la démocratisation de nos pays, vous savez combien de populations ont été martyrisées parce que tout simplement ils viennent d'une certaine partie du pays? Qu'est-ce que les gens en savent? Donc moi je dis que à l'heure actuelle là, ça ne sert à rien de faire le procès de notre classe politique. Le jour vient où nous allons faire le procès de notre classe politique. Là, la crise que nous sommes en train de vivre, c'est une crise qui nous tombe de l'extérieur, voulue, scientifiquement organisée et planifiée, pour assassiner massivement nos populations, pour atteindre des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et tous les Togolais, dans cette situation, ont intérêt à se mettre ensemble pour lutter d'abord contre l'ennemi extérieur, avant de revenir plus tard pour chercher à situer les responsabilités au niveau interne. Mais vous ne pouvez pas être en train de vouloir vous livrer une guerre interne pendant que l'extérieur vous attaque. On appelle ça tout simplement une complicité avec justement des éléments extérieurs.
Et toute personne qui se rend coupable de cette situation-là, qu'il soit politique, qu'il soit ou de quoi que ce soit par voie de communication ou par quoi que ce soit, doit en principe être poursuivi par la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez, par exemple, dans votre premier élément, évoqué des questions de bœuf. Les gens parlent de tout et de rien, ils ne savent absolument rien. Moi, je vous parle, d'abord, je suis un fils de la région des Savanes, et ensuite, ma maman est burkinabé. Et comme tel, je suis binational. Alors, vous avez tous assisté, les populations de Pama, du côté du Burkina, qui ont dû sortir massivement pour rejoindre Dapang. Parmi ces populations-là, j'ai mes frères de sang, c'est-à-dire de même mère, même père. J'ai mes cousins. C'est des familles qui se sont déplacées énormément pour venir s'installer à Dapang. Et dont le coût fait en sorte que moi, actuellement, je n'ai pas de vie. Parce que là, aujourd'hui, ces gens-là, quand tu n'en vois rien, c'est qu'ils n'ont absolument rien à manger. Et vous savez quoi? C'est des gens qui, tranquillement dans leur localité, ne se plaignaient de rien. Ils n'étaient pas forcément fonctionnaires, mais ils gagnaient bien leur vie. Et vous savez ce que les terroristes ont fait? Chaque jour que Dieu faisait, ils viennent, ils les tuent chez eux. Ils viennent, ils arrachent leurs bœufs, leurs moutons, leurs chèvres. Tout leur a été arraché. Allez-y, demandez aux populations de Madjouari, allez demander aux populations de Pama, de la Kompienga. En plein marché de bétail, on vient, on tue tout le monde et on emporte les bœufs. Ça là, c'est connu de tout le monde. Et c'est justement ces bœufs-là qui ont été arrachés à nos paisibles populations au niveau du Burkina. Lorsque, au lendemain des attaques du 11 mai, notre armée faisait le ratissage pour retrouver les gens, comme vous le savez, très malheureusement, ils se sont confondus à des gens qui ont voulu se faire passer pour des, j'allais dire, des bergers, des peuls nomades qui passaient avec leurs bœufs. Naturellement, notre armée, avec les renseignements, a compris qu'ils avaient certainement quelque chose. Ils ont voulu les fouiller et c'est là qu'ils ont fui. Ils ont fui abandonner les bœufs. Vous comprenez ce qui se passe? Et selon les informations que j'ai glanées auprès justement de nos connaissances, ces bœufs-là ont été convoyés devant l'autorité pour demander à ce que, effectivement, on puisse faire des enquêtes et découvrir réellement ce qui se passe. Mais si réellement ce n'était pas des terroristes, mais on veut juste vous fouiller. Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous fouille? Pour savoir, parce qu'en réalité, on a constaté que dans leur natte là, ce qu'ils tiennent comme natte, ce qu'ils tiennent comme couverture, ils mettent les armes à l'intérieur. Vous savez, notre autorité, quand vous êtes en train de mener des enquêtes, il y a des informations qui ne sortent pas. Mais là, aujourd'hui, je suis obligé de dire ça parce que tout simplement, je constate que ça commence à devenir une psychose pour les populations qui ne sont pas du tout informées. Ce n'est pas toute information qu'on peut mettre comme ça à la disposition des populations, de peur que toutes les enquêtes que vous êtes en train de mener, que ça tombe à l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà des gens comme ça qui aujourd'hui expliquent que c'est parce que nos militaires ont pris les bœufs des peuples qui sont revenus pour se venger. Mon frère Moïse, si vous n'êtes pas terroriste et qu'on a pris vos bœufs, vous voyez les problèmes de pâturage, chaque année on en rencontre. On prend toujours des bœufs et ces peuples-là connaissent les procédures judiciaires mieux que nous-mêmes. Allez-y à Dapang, on va vous dire que c'est les peuples qui font la loi au niveau de la justice. Pourquoi n'ont-ils pas décidé cette fois-ci d'aller devant la justice pour réclamer leur dû? Et
Et en réponse, on va revenir égorger des gens pour que des citoyens togolais essayent d'expliquer cela comme étant vraiment quelque chose qui puisse tenir la route. L'intention est claire. Il faut semer la zizanie entre l'armée et la population qu'on sait déjà difficile dans notre pays. Et profiter donc de cette situation pour justement diviser et pouvoir frapper plus fort. Parce que aujourd'hui, si on doit se poser la question, la méfiance qui va s'installer entre l'armée et sa population, entre les populations et leur gouvernement, ça arrange qui au fait? Voilà le fond du débat. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Mon grand est un grand théoricien. C'est un consultant politique. Il sait au minimum comment on pose les bases de réflexion pour retrouver les véritables responsables dans une certaine situation. Donc voilà une situation. Et une autre situation, lorsque nos forces de l'ordre, ayant constaté un mouvement d'hommes qu'ils ont malencontreusement pris pour cible, croyant que c'était justement des terroristes et qui s'est révélé être nos enfants, les mêmes personnes se trouvent être sur les réseaux sociaux, partout sur leur chaîne YouTube, pour expliquer aux gens l'incompétence de notre armée, pour expliquer aux gens l'irresponsabilité de notre armée, pour expliquer aux gens qu'il a fallu que les journalistes disent la vérité avant que l'armée ait été contrainte de le faire. Vous savez, on ne fait pas la politique comme ça. On fait la politique en temps de paix. Quand les populations sont en paix, ils ont l'esprit dégagé, ils sont capables de faire la part des choses entre le bien et le mal, et vous venez avec votre projet politique. Tout autre moyen est dégueulasse, détestable, méprisable et doit être formellement condamné. Monsieur Mpapou, merci à vous, vous tous ceux qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux, sinon sur le www.afroactv.com/live. Vous pouvez maintenant nous appeler en participant à cette émission sur le +1 319 462 89 79, appel WhatsApp ou appel direct. Si vous êtes également aux États-Unis, ce serait également une opportunité pour vous d'apporter votre pierre à l'édifice. Avec nous aujourd'hui, monsieur Mpapou Yamboama, analyste et acteur de la société civile. Monsieur Claesio Kotoglo, consultant politique, pour disséquer cette thématique concernant les attaques terroristes en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo, maintenant où nous irons parler, puisque monsieur Mpapou a fait très belle la transition, où on voit par exemple les populations du nord du Togo fuir également, laisser l'espace libre pour les terroristes, ou dans le cas de mesures également, on voit l'armée togolaise prendre se mettre en place pour assurer la sécurité des populations. Que faire dans cette situation donnée et que proposez-vous, vous en tant que consultant politique, M. Claesio Kotoglo? Ma proposition sera d'abord de rassurer la stabilité dans nos pays africains. Vous savez, quand des gens font des développements, par moment, cela fait rire. Quand les dictateurs de l'Afrique, je voudrais d'abord respecter l'émotion de mon frère sur tout ce qui se passe au nord. Ses familles sont impliquées et qu'il ne vit pas sa vie. Mais au-delà de l'émotion, nous allons sortir pour devenir beaucoup plus objectif et pragmatique. Quand vous voyez la relation intrinsèque qui lie le créateur du terrorisme, qui n'est autre que la France de Macron, et puis ensuite les chefs d'État africains, qui aussi utilisent cette crise terroriste pour pouvoir vivre aussi longtemps au pouvoir,
ces dictateurs qui utilisent des crises humaines, comme par exemple la COVID-19, pour pouvoir s'incruster dans le fauteuil présidentiel, devant le mécontentement de tout un peuple debout et qui demande à ce que il y ait une certaine alternance pour voir comment une autre personne peut aussi apporter sa contribution au règlement de ces problèmes. Cela peut créer des tensions, cela peut créer même du soutien à certains facteurs. Vous voulez dire que ces affaires de terrorisme arrangent plus les chefs d'État? Lorsqu'on voit par exemple le cas du Burkina Faso où le chef d'État, il y a eu un coup d'État à cause de la mauvaise gestion des avancées des djihadistes. Regardez le Burkina que vous venez de parler. On ramène aujourd'hui qui? Blaise Compaoré, le criminel, celui qui a tué un chef d'État avec des armes pour arriver au pouvoir. Or, on accuse d'autres pays aujourd'hui qui ont juste enlevé les présidents pour pouvoir faire autrement. On amène ce président au Burkina Faso sous anguiche que les peuples le réclament parce qu'il a une connaissance du terrorisme. Vous voyez comment les chefs d'État utilisent le terrorisme pour pouvoir implanter de nouveau les dictateurs. Mes chers compatriotes, Faure Gnassingbé égale Macron. Alassane Ouattara égale Macron. Macron, pour ne pas dire les autorités françaises, comme le dit mon copanéliste, sont les créatrices du terrorisme et du djihadisme dans le Sahel. Je voulais vous dire que ces présidents que vous avez précités sont les auteurs du djihadisme. Ce n'est pas moi qui le dis, même la France même a reconnu que... Ah bon? Quand? Et quelle est la source? Mon frère, je te dis tout simplement que mon copanéliste, l'histoire nous apprend que la France et les Occidentaux ont cassé la Libye. Et puis ensuite, Alpha Condé, je vous donne la source. Alpha Condé l'a dit clairement que la source de notre djihadisme et le terrorisme aujourd'hui dans le Sahel, c'est qui? C'est la France. C'est la décision des autorités françaises qui ont tué le président Kadhafi, qui peut être chuté, mais ne pas être tué. Et aujourd'hui, on finance ces mêmes personnes dans le Sahel pour déstabiliser d'autres pays. Par exemple, vous aviez les preuves un peu partout, même les autorités maliennes l'ont dit clair et net devant l'ONU, que les autorités françaises, en complicité avec leurs personnes sur le territoire africain, voudraient diviser le Mali, avoir le nord pour leur organisation, et puis ensuite le sud pour d'autres personnes. Maintenant, quand nous connaissons publiquement notre ennemi qui tue les peuples à travers le terrorisme, et on voit les chefs d'État qui sont soutenus par cet ennemi et qui les maintient au pouvoir contre l'aspiration du peuple. Mes chers compatriotes, comme vient de le dire mon copanaliste, nous pouvons poser les bases de la recherche des causes et tirer les conséquences. C'est ça le système qui est installé. Le terrorisme aujourd'hui dans le Sahel n'est qu'un alibi. Vous aviez vu les milices dans les rues en Côte d'Ivoire et au Togo. Regardez et analysez scrupuleusement les actes que les milices posent et les actes que les terroristes posent. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est selon M. Classoukoutoglu. M. Classoukoutoglu. Il faudrait que nous soyons clairs et nets dans les choses pour que les peuples puissent comprendre les choses. On a vu tout récemment au Togo, les milices ont égorgé. On a vu à Agoé
les femmes ont été éventrées. On a vu au Togo un général qui tire à bout portant sur un menuisier. Est-ce que ce général est plus terroriste que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à Dapaon? Non. Mes chers compatriotes, il faut aujourd'hui une solution à cette crise. Alors, quelle est la solution que vous vous proposez? Moi, je propose ceci. Vous m'aviez posé la question. Il faudrait que les chefs d'État dictateurs renoncent à l'ennemi qui nous crée le problème, c'est-à-dire la France. Ils doivent renoncer à cette relation qui ne nous aide pas. Et maintenant, ces chefs d'État dictateurs, qui sont d'ailleurs les PDG du terrorisme en Afrique, doivent essayer d'assurer ce qu'on appelle la stabilité interne de leur pays. La stabilité interne de leur pays veut dire quoi? Respecter le droit de l'homme, la démocratie, les élections, et puis ensuite respecter ce qui est écrit dans le texte constitutionnel dans nos pays et dans la sous-région. Comprendre que quand vous faites plus de mandats supplémentaires, ça peut créer aussi des surprises au sein des populations qui sont énervées. C'est quand les chefs d'État là regardent cela et assurent une alternance, aident l'autre qui arrive pour pouvoir assurer la protection de nos pays, vous allez voir que les peuples vont participer à la lutte contre ce terrorisme que l'ennemi a créé pour pouvoir nous piller à travers ces dictateurs. Voilà des solutions concrètes en tant que consultant. Monsieur Yambapou Yambouama, il y a un sujet qui concerne véritablement l'armée que vous avez évoqué dans votre intervention bien avant d'aborder la fin de la première partie. Et pensez-vous que l'armée, disons, puisque nous sommes au Togo, l'armée togolaise ne prend pas ces dispositions, par exemple en installant une gendarmerie dans la zone ou en utilisant par exemple des armes spécifiées pour contrecarrer les djihadistes? Merci beaucoup. Je pense que je vais caricaturer la chose de la façon suivante. Même l'armée russe, qu'aujourd'hui tout le monde dit craindre, le faible ukrainien arrive quand même à frapper des territoires russes. N'est-ce pas? Est-ce que cela est synonyme d'un manque de responsabilité ou de prise de disposition du côté russe? Ce n'est pas cela. Quand vous êtes en situation de guerre, c'est l'effet surprise qui marche. Le véritable problème que le Togo a, ce n'est pas en réalité en termes de rapport de force avec les terroristes. Et nos soldats togolais ont à chaque fois montré leur vaillance, leur patriotisme. Est-ce que vous revoyez l'image de ces soldats qui, au grand marché de Lomé, sautent sur ce terroriste-là qui veut déclencher la gâchette sur la population? Ce soldat a payé de sa vie. De quel professionnalisme veut-on parler dans cette histoire? Le problème du Togo, c'est le Burkina Faso. C'est tous les pays là qui malheureusement n'arrivent pas à maîtriser leurs frontières. Et c'est à ce niveau qu'il faut comprendre. En réalité, à un certain moment donné, j'ai pensé que l'armée togolaise, j'allais dire l'armée burkinabé, avait de réelles difficultés. Mais je commence par avoir la faiblesse de penser que ce n'est pas une question de faiblesse de leur part. Les choses sont faites à dessein, par rapport en tout cas à ce qui concerne les attaques répétées contre le Togo. Je vais vous expliquer. Nous avons tous suivi
la situation, lorsqu'elle s'est dégradée du côté de la zone de la Kompienga, la province de la Kompienga, où la population de Pama a été sommée de partir dans 10 jours. Lorsque l'armée burkinabé a pris ses responsabilités et qu'elle est arrivée sur place, les populations qui n'étaient pas parties, n'étaient pas encore sorties, ne sont plus sorties. Elles sont parvenues à ce jour à sécuriser cette population. Mais vous savez, on a repoussé les terroristes jusqu'à la bande de la frontière et on revient à l'intérieur. Et on laisse toute la bande là, de la frontière là, d'où les terroristes sortent pour aller nuitamment attaquer le Togo. Et lorsque nos forces de l'ordre arrivent, ils rentrent au Burkina. Et malheureusement et très malheureusement, à cause de ces lignes imaginaires de frontières qu'on nous a tracées, nos soldats, lorsqu'ils les pourchassent jusqu'à ce qu'ils rentrent au Burkina, sont obligés de replier. Je pense qu'il y a un manque de volonté de la part du gouvernement du Burkina Faso qui joue réellement la carte de la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation est claire pour tout le monde. Et c'est là qu'il faut comprendre pourquoi on en veut en réalité au Togo aujourd'hui. Vous savez, celui qui vous trompe que l'armée burkinabé n'a pas pris les dispositions, c'est vous mentir. Moi je vais faire une parenthèse pour dire à mon frère Koutoglo que je ne suis pas dans l'émotion. Moi je suis dans le réel. Puisque je vous ai expliqué que je suis dans la réalité, ce n'est pas l'émotion qui m'anime. Vous savez, et si c'est l'émotion qui m'animait, moi qui sais ce que ça signifie, je devais peut-être encourager les populations à quitter, à fuir, à partir, etc. etc. Mais loin s'en faut. Donc, en principe, si le Burkina avait voulu, il y aurait pu avoir une coordination de façon à ce que lorsque le Togo repousse ces gens-là, qu'eux aussi viennent et comme ça qu'on les prenne en tenaille et qu'on en finisse une fois pour toutes. Mais le Burkina a préféré venir juste entourer Pama pour sécuriser juste les populations de Pama et on laisse maintenant toute la zone de la frontière là aux terroristes qui se promènent, ils font ce qu'ils veulent. C'est le véritable problème que le Togo a. Et c'est pourquoi, si je dois donner un premier conseil au Togo, on s'en fout si cela va créer une question diplomatique avec le Burkina Faso. Il va falloir qu'on trouve les moyens d'aller les déloger. Parce que c'est la seule solution. Il n'y a pas de 36 solutions. Tant que ces gens-là pourront toujours rentrer, attaquer et se replier dans une barre arrière sûre, on n'en finira jamais. Et lorsque les populations vont en avoir marre, elles vont effectivement déloger. Elles vont effectivement partir. Aujourd'hui, il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Le terrorisme veut en réalité menacer notre saison pluvieuse et menacer la prochaine rentrée scolaire. C'est en réalité ce qui est dans leur calcul. Et si on ne prête garde, parce qu'on ne peut pas jouer tout le temps à la défensive, quelle que soit votre vigilance, lorsque quelqu'un veut vous surprendre, c'est elle qui prend les moyens qu'il faut pour vous surprendre. Vous comprenez? Donc, vous ne pourrez jamais suffisamment être prêt contre une surprise. Ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver le moyen, il faut trouver les coalitions nécessaires pour aller déloger ces voyous-là, de là où ils sont. Si vraiment nous voulons vaincre le terrorisme. S'il va falloir que le Togo aille occuper des territoires au Burkina Faso, il va le falloir. Mais puisque l'État burkinabé ne se montre pas responsable, on va occuper
Et lorsqu'ils se seraient montrés responsables pour vraiment prendre la partie, on va leur rétrocéder cela. Alors, n'est-ce pas que ces attaques, ou soit ce que vous venez de dire, peuvent impliquer des difficultés diplomatiques? C'est cela que j'ai dit. Ça peut impliquer les difficultés diplomatiques, mais ça ne sera pas plus difficile que les vies humaines que nous perdons de tous les côtés, que ce soit du Togo, que ce soit du Burkina, parce que à l'intérieur du Burkina également, ces gens-là, ils rentrent aussi attaquer les populations là-bas pour leur arracher bêtes et les tuer, et puis surtout faire des enlèvements. Ils font les enlèvements qu'ils s'en vont encore enrôler dans leur armée. Quand celui-là qui refuse d'être enrôlé, moi j'ai mon cousin qui a été enlevé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Et donc, lorsque vous refusez d'être enrôlé, on vous abat, on vous égorge. Donc, aujourd'hui, on ne va pas être là avec de ces petites questions-là. Le Burkina n'est plus un État, c'est ça qu'il faut comprendre. Eux-mêmes, ils l'ont dit dernièrement, ils ont dit que le Burkina ne contrôle plus la plupart de son territoire. Donc, on ne peut pas être là à parler de questions diplomatiques. Si le Togo sait qu'elle peut effectivement se donner les moyens pour aller déloger ces gens-là, il faut le faire, peu importe le prix à payer. Maintenant, c'est le lieu de demander à nos chefs d'État d'aller au fond de leurs préoccupations. Avec ce terrorisme, on ne peut pas faire de moitié-moitié. Ça ne sert à rien de chercher à vouloir faire plaisir à la France. Si la France ne veut pas vous donner ce que vous avez besoin, vous allez vers ceux-là qui peuvent vous donner ce dont vous avez besoin pour lutter contre le terrorisme. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, ça vient d'où? C'est le fait que Assimi Goïta a pris ses responsabilités. Il a doté son armée de tout ce qu'il faut, en appui terrestre comme aérien, et on a vu le mouvement complètement replié vers le Burkina Faso, le Niger, et avec les attaques maintenant contre le Togo et le Bénin. Mais pourquoi les autres chefs d'État ne peuvent pas comprendre cela? Ne peuvent pas comprendre cela, et c'est là que je pense que nous faisons parfois des erreurs. Les erreurs, ce sont lesquelles? Oui, nos présidents se sont accoquinés avec l'Occident, avec l'impérialisme, avec tout ce qui nous martyrise aujourd'hui. Mais lorsque nos présidents décident à un certain moment donné de prendre leurs responsabilités, au lieu que nous les critiquions, il faut plutôt les soutenir. Et je crois que ça n'a pas été une décision facile pour le Togo de décider de taper sur le poing sur la table pour dire non, il faut qu'on lève les sanctions contre le Mali. Ça n'a pas été la joie de la France. Pas du tout. Et donc, il faut que le président Faure se dise que ce qu'il a fait là, Macron a considéré ça comme un affront qu'il ne peut jamais laver. Donc, ça ne sert à rien de chercher, de continuer de dire qu'il veut faire de l'amitié avec Macron. Ça ne sert absolument à rien du tout. Et nous savons effectivement que ici, aux États-Unis, le Sénat a fait voter une loi pour, soi-disant, punir tous les chefs d'État de nos pays qui ne veulent pas se ranger de leur côté et qui encourageraient la Russie. Donc, il faut que les gens comprennent les messages qui sont contenus. C'est pourquoi, parfois, j'ai envie de dire à M. Koutouglo que je respecte sa profession et son titre, mais il va falloir sérieusement revoir cela. Parce que, en tant que consultant politique, vos analyses doivent être des analyses pointilleuses qui servent réellement l'intérêt de vos populations. Vous avez payé beaucoup pour étudier, pour apprendre ce que vous avez appris. Je suis désolé que, avec tout ce temps, vous puissiez revenir malheureusement commettre les mêmes erreurs que ceux qui malheureusement n'ont pas étudié ce que vous avez étudié. Nous avons commis cette erreur avec la Libye. Tout le monde a
crié que c'était un dictateur. C'est aujourd'hui que tout le monde voit que Kadhafi était sauveur. On a fait la même erreur avec le Tchadien. Sur ce plateau, j'ai discuté avec des gens qui ont dit non, c'était tout simplement un dictateur, c'était un dictateur. Or, tout le monde a vu qu'il a refusé justement de se mettre sous les bottes maintenant de la France parce que la France voulait l'utiliser pour déstabiliser les autres pays. On a laissé aller, on l'a assassiné. Ils ont fait venir son fils. Aujourd'hui, son fils fait quoi? Son fils n'a pas abandonné la vision de son papa. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les fondamentaux. Tous les autres problèmes là. Vous voyez, monsieur Classio, personne avec un esprit intellectuel honnête et intègre ne peut s'asseoir sur un plateau pour dire que nos gouvernants sont blancs de neige. Non, personne ne peut le dire. Et quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous avons peur ou quoi que ce soit. Mais il faut être réaliste. Il faut savoir quand est-ce que vous devez vous battre en tant que frère de famille et savoir quand est-ce que, en tant que frère de famille, vous devez vous mettre ensemble pour bouter d'abord hors du pays l'ennemi. Parce que c'est cette erreur qui continue de nous tuer. Et si on continue de dire que Faure Gnassingbé est dictateur, Faure Gnassingbé est cela, et son armée a fait ci, son armée a fait ça, vous savez ce que vous serez en train de faire? On sera toujours en train de pousser Faure Gnassingbé vers les impérialistes, vers Macron, qui doit venir le sauver. Et tant que nous allons le faire, oui, c'est la population qui va en souffrir. Même si un jour, on devrait parvenir à le sortir, ça sera à quel prix? Merci, monsieur. C'est là toute la question. Monsieur Mpapou, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous donner 1 minute chacun pour terminer et placer son mot de fin pour cette première partie de notre émission concernant les attaques terroristes en Afrique de l'Ouest. Monsieur Classio Kutoglu, 1 minute. Bon, je suis obligé de suivre l'exposition de Yempapoua aujourd'hui. Je ne pense pas que nous sommes dans un débat puisque la minuterie n'est pas tellement chronométrée. Il va falloir qu'on fasse un effort dans ce sens. Je voudrais d'abord saluer les forces de l'ordre au Togo qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver avec les moyens de bord parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires. Je voudrais dire... j'ai relevé certains points pour pouvoir aller rapidement. Je voudrais dire à mon co-panaliste que vous voyez ce qui se passe au Mali, c'est parce que il y a une alternance au niveau de l'État qui a permis à Assimi Goïta, même si c'est un coup d'État, on l'appelle alternance, puisque le coup d'État est légal, qui a permis à Assimi Goïta aujourd'hui de tenir la tête à l'ennemi qui crée le terrorisme dans notre pays. Je suis très content, ou bien je serai très content de savoir demain que Faure Gnassingbé sort de cette mafia occidentale. Et puis ensuite, cherche à travailler pour son peuple, pour notre développement. Je serai même d'ailleurs le premier conseiller autour de lui. Mais je vais vous dire aujourd'hui que Faure Gnassingbé doit permettre, à cause de ses relations antérieures avec la France, qui le maintient au pouvoir 3-4 mandats, cette relation ne lui permettra pas de jouer certains rôles. Quand vous me dites que la France, à cause de la parole togolaise de lever l'ascension, la France a quelque chose contre le Togo, je vous dis que vous ignorez les dessous de la diplomatie en tant que consultant. Tout ce qui s'est dit publiquement au Togo par la diplomatie togolaise a été consulté par la France. Et je voudrais te dire qu'il y a des choses qui sont cachées derrière cela. Il pensait qu'il allait réussir. Mais il y a des têtes autour du président Assimi Goïta qui réfléchissent et qui dévient les éléments. Monsieur Classio, on a encore 30 secondes. On a 30 secondes. Vous me permettez de rester dans le débat puisqu'il a fait un développement. Il faut éclaircir
le peuple. Faure Gnassingbé renoncerait son 4e mandat aujourd'hui avec sa trempe de la révolution douce, placerait quelqu'un d'autre devant, pourquoi pas Classio par exemple, appelé devenir président, ou bien un autre élément des forces de la défense devant aujourd'hui et être derrière lui pour agir contre l'ennemi français qui est en train de semer le désordre. Le terrorisme trouverait une solution. Voilà une limitation pure que je peux vous dire. Mais si Faure Gnassingbé reste devant, je te dis qu'il est en train de te flouer et que tu ne sais pas ce qui se passe entre leurs relations diplomatiques entre la France et le Togo. C'est ce que je vais te dire pour pouvoir expliquer clair au peuple togolais que la France, le Togo d'aujourd'hui, de Faure Gnassingbé et de Gnassingbé ne peuvent pas tenir tête à la France à cause des précédents diplomatiques et politiques. C'est ça. Il faut une alternance à la tête du pays et demander l'expérience de Faure Gnassingbé pour pouvoir éradiquer les maux dont nous souffrons. C'est ça qu'il faut. Mais quand Faure Gnassingbé reste dans des mandats bêtes 3, 4, 5 et veut encore faire 5. Merci, monsieur Classio Kutoglo. Merci. Nous sommes à la fin de la première partie. Merci, monsieur Classio Kutoglo. Ouais, merci. Monsieur Mpapou Yomboam, votre mot de fin pour cette première partie rapidement. 1 minute. Merci beaucoup. Mon mot de fin dans cette émission qui est vraiment très difficile à conclure, mais dont nous avons le devoir de le faire, je dirais qu'il va falloir que le peuple togolais se ressaisisse. Je voudrais que nos populations comprennent que les terroristes, c'est des hommes comme nous. Ils ne sont pas plus forts que nous, tels que leurs actions veulent nous conduire à croire. Ce qui montre que nous sommes même plus forts qu'eux, c'est leur mode d'action. Ils n'agissent jamais en pleine journée. Dans la journée, ils sont vos amis, et la nuit, après vous avoir étudié, ils viennent vous égorger, vous assassiner. Ça, ce n'est pas des hommes. Ce que nous devons faire, nous devons éviter certaines erreurs. Penser que fuir sa localité est la solution, je ne crois pas. Je respecte vraiment nos populations qui ont vécu des traumatismes énormes et qui peut-être pourraient ne pas comprendre mon langage. Mais je vous assure, au Burkina Faso, la faim a amené les gens de Madjouari à aller chercher des mangues pour se nourrir. Et sur leur voie, ils ont rencontré la mort avec ces gens-là qui ont assassiné 17 personnes. Il faut se poser aujourd'hui la question dans notre peur. Est-ce qu'il faut fuir ces gens-là pour aller plus tard mourir dans la faim, ou bien il faut s'organiser pour résister? Parce que nous pouvons résister. En réalité, c'est parce qu'ils arrivent à nous surprendre. Si nous nous organisons dans nos villages, les jeunes garçons peuvent se poster dans toutes les entrées, de façon à ce que lorsque ces gens-là viennent, que l'alerte soit donnée et que très rapidement l'armée soit au courant, vous allez voir que cette histoire-là, nous allons renverser ça en un rien de temps. Il faut que les gens s'organisent. Et dans leur organisation, ils n'ont qu'à savoir que l'armée est prête à les aider dans leur organisation. Mais dans la peur, nous ne pouvons rien faire. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de divulguer des informations qui vont encore faire peur davantage aux gens, qui vont traumatiser davantage les populations. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre et amener plutôt les populations qui sont déjà dans cette situation difficile à avoir les conseils nécessaires,
les encadrements nécessaires, le soutien matériel et financier nécessaire, tout ce qu'il leur faut pour garder le moral haut. La troisième erreur, ne pas faire flancher le moral de nos troupes. Notre armée est vaillante et combattante. Nous devons, malgré tout, malgré le passé, malgré tout ce qu'il y a, nous montrer solidaires de ces gens-là. Et au passage, rappelez-vous que ces soldats sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos parents, etc., etc. Avant donc de revêtir le treillis, ils sont de simples hommes comme nous, qui n'ont pas eux aussi envie de perdre leur vie. Donc il faut que nous les encouragions. Donc ce n'est pas le moment de porter des messages qui vont encore risquer de porter atteinte à leur intégrité. Encore moins de les décourager en leur disant ou bien en disant aux populations que nos militaires désertent, que nos militaires démissionnent. Ça n'a pas de sens. Cette communication, nous devons effectivement éviter cela. Et pour terminer, le gouvernement doit prendre les dispositions. Monsieur Classo, c'est moi qui ai le dernier mot. Vous allez Monsieur Classo Koutoglo, vous allez laisser terminer. Le gouvernement, juste quelques le gouvernement doit prendre... Est-ce que je Classo Koutoglo, vous êtes muté maintenant, donc laissez... Le gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour une communication suivie. Parce que si il n'y a pas de communication professionnelle et très suivie et surtout rapide, qui situe les populations très rapidement par rapport à ce qui se passe dans chaque localité, les gens auront toujours tendance à vouloir outrepasser, à aller au-delà d'eux pour aller chercher l'information là où il ne faut pas la chercher. Donc ça, c'est très capital et j'encourage encore une fois notre gouvernement à regarder ailleurs que la France pour se doter de tous les moyens, parce que cette guerre ne va pas se gagner seulement qu'avec la poitrine de nos soldats. Il faut que nous ayons des drones, il faut que nous ayons des armes qui peuvent permettre, même à partir du Togo, de frapper les bases de ces terroristes-là à l'intérieur de Burkina Faso. Merci M. Mpapou. Fin de cette première partie de votre émission en vie de la diaspora. La seconde partie concernera donc la mise en place du HCTE, où nous parlerons du bilan et puis de tout ce qui concerne le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. On va faire la première pause de 30 secondes. On revient juste derrière. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroHub TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroHub TV? Contactez-nous sur le +1 310